Donc déjà je me présente, je m'appelle Grégoire Passot, je fais partie de l'équipe Roban au Labri, donc laboratoire bordelais de recherche en informatique, juste de l'autre côté de la rue. Donc Metabot à la base c'est un projet qui est né dans un groupe associatif, c'est-à-dire que c'était pour le fun, donc on fabriquait des robots à pattes, c'était ça qui nous intéressait. Donc on a fabriqué des prototypes, les premiers n'étaient pas terribles. Et on a avancé petit à petit, on est passé par exemple d'un plastique polymorphe qu'on moulait à la main à l'imprimante 3D, on est passé de plus en plus de cartes électroniques qu'on faisait nous-mêmes à des cartes déjà disponibles sur l'étagère, disponibles, déjà industrialisées, etc. etc. Et voilà, ça c'est celui qu'on voit sur la vidéo, c'est le prototype, c'est un des anciens prototypes en fait finalement. Donc c'est un robot qui a l'intérêt d'être assez mobile quand même. Il peut bouger dans toutes les directions, il peut rotater, il avance à peu près un peu plus de 30 cm/s en vitesse et il a 12 degrés de liberté, donc il a une possibilité de mouvement assez grande. Je peux vous montrer peut-être la version actuelle. Voilà. Hop. Alors je fais un rose, un bleu, voilà. On se fait plaisir sur les... vous pouvez le faire tourner si vous voulez, j'en ai deux, donc si vous voulez faire passer un robot dans la salle. Donc les pièces, voilà, le principal du corps est fabriqué avec des pièces faites à l'imprimante 3D. Après le reste, c'est des composants disponibles sur l'étagère, c'est-à-dire qu'on peut déjà acheter, qui sont déjà industrialisés. Donc on a un microprocesseur dessus. Donc, qui est petit, hein, c'est évidemment pas comparable à un ordinateur, c'est un Cortex M3 de ARM, un STM32. On a une puce Bluetooth pour communiquer avec le robot et évidemment des batteries. Donc voilà. Donc on embarque un logiciel à bord de ce robot et à la base, lorsqu'on l'a développé, la première chose sur laquelle on a travaillé, c'était évidemment la locomotion et le pilotage à la manette. On faisait des jeux du genre, on était sur une table, on devait se pousser, on faisait des robots sumo, c'était le premier qui tombait, qui perdait, où on devait jouer au foot, etc. Ça, c'est ce qu'on a fait au début. Alors, je peux peut-être vous montrer, juste un peu la locomotion, sans aller jusqu'à dans les détails. Voilà. Metabot, voilà. Donc j'ai une appli sur mon téléphone, comme c'est en Bluetooth, donc qui est disponible dans le Play Store. Voilà, donc je m'appaire avec le robot, je le démarre et je peux le piloter donc avec une interface, voilà, où je vais le faire avancer, je vais le faire tourner sur lui-même, etc. Bon voilà. Après, à force de travailler sur ces robots-là, on s'est rendu compte qu'il y avait une piste sérieuse d'application, d'utilisation dans la vraie vie, dans une vraie application, c'était l'éducation. On a rencontré des enseignants sur des salons, voilà, à force de présenter la plateforme. On a rencontré des enseignants qui nous ont dit pourquoi pas s'en servir dans des classes de collège. Et on a fait l'expérience donc dans un collège qui est à Gradignan, qui s'appelle Gérard Philippe, avec un enseignant en technologie et en mathématiques. Donc l'intérêt, c'est qu'il y avait une synergie entre les deux matières. C'est-à-dire que d'un côté, il pouvait fabriquer le robot et de l'autre, le programmer. Alors pourquoi? Parce que c'est un robot en fait qui est open source. C'est-à-dire qu'on a diffusé les pièces, toute la documentation d'assemblage est sur le site. Donc on a la liste des pièces qu'il faut pour le fabriquer ici. On a la liste des pièces qu'il faut imprimer aussi. Donc par exemple, voilà, ça va être les barres latérales, etc. Toutes ces pièces-là sont disponibles et le code source des pièces, et parce que c'est des pièces faites avec un logiciel en fait, qui s'appelle OpenSCAD, pour ceux qui connaissent, qui permettent de programmer, en fait, de programmer des pièces 3D. Le code source des pièces est aussi disponible. Donc en fait, on a déjà des gens qui ont refabriqué le robot d'eux-mêmes sans qu'on les connaisse, qui sont venus après nous voir parce qu'ils avaient des problèmes, ils voulaient faire marcher certains aspects, donc on a échangé avec eux. Donc voilà, comme c'est un robot open source, il peut être fabriqué par n'importe qui. Et le but, c'est qu'il reste le plus possible ouvert et le plus possible do it yourself à la base. Donc voilà, il y a dedans, à l'intérieur, il y a le micro-logiciel, le firmware, qui lui aussi est open source, qui pilote la locomotion du robot, etc. Et alors là, c'est la documentation d'assemblage qui explique toutes les étapes pour le fabriquer, parce qu'il est livré sous forme de kit, mais c'est assez simple, hein, c'est dérivé, des vis, c'est assez marrant à monter.
Et ce qu'on a développé après, c'est le système de programmation par bloc. Donc ça ressemble beaucoup à ce que vient de vous montrer David Sherman. Donc le principe, c'était de dire le robot s'appelait, c'est-à-dire que quand on le montre à des collégiens, des lycéens, ça les motive en fait. Ça les motive parce que déjà de un, c'est un objet physique, tangible, ça ressemble un peu à un animal, donc il y a un côté original qu'on ne voit pas forcément partout. De par justement sa motricité, sa locomotion. En général, sur les salons, nous, on arrive à attirer pas mal de gens, on les fait jouer, on aime bien, en fait, par exemple, on fait des matchs de foot, on donne 2 manettes, on met un terrain, 2 robots, ils jouent l'un contre l'autre, etc. Donc en fait, on mise sur ce côté attractif pour attirer les collégiens et les lycéens vers la programmation en leur proposant un environnement de programmation simplifié. Alors le principe, c'est quoi ? Il y a beaucoup d'analogies avec le système de Timio en réalité. C'est-à-dire qu'on a conçu une machine virtuelle qui tourne à bord du robot, qui est embarquée dans le micro-logiciel et qui est capable d'exécuter des fichiers binaires qu'on produit et qu'on envoie à la volée dans le robot. Donc tout se passe en ligne sur un site web. Là, c'est blocks.metabot.fr. Alors il y a un lien depuis le site principal. Donc j'arrive sur une page sur laquelle j'ai des programmes que je peux éditer. Et ensuite, je vais pouvoir ajouter des blocs à l'intérieur de ma scène. Par exemple, je vais lui demander d'avancer en avant à telle vitesse. Voilà. Bon, je ne vous explique pas le principe, vous connaissez tous, ça ressemble beaucoup à Scratch. Par contre, en l'occurrence, c'est pas Scratch, c'est Blockly, c'est une version web. Il y a besoin de rien, on arrive sur le site, on s'inscrit, on s'identifie, on peut déjà commencer à jouer avec. C'est essentiellement pour ça qu'on s'est orienté vers ce type de plateforme, parce qu'on a remarqué que dans les collèges, les installations, c'était pas forcément facile d'avoir la main sur justement les installations sur les parcs de machines, etc. Donc le côté pas d'installation, ça nous a un peu séduit. On a développé aussi un simulateur. Donc ici, vous voyez, il y a mon robot qui est représenté en 3D et je peux tester mes comportements directement sur mon robot. Ah, il y a Firefox qui a craché. Alors, j'espère que ça va bien se passer. Voilà. Donc je peux visualiser mon robot. C'est exactement le même châssis, voilà, sauf que tout est en 3D. Même les LED, par exemple, comme c'est un robot totalement symétrique, les 2 pattes avant sont matérialisées par 2 LED blanches. Là, on le voit, par exemple, il regarde vers moi. Et si je prends donc un programme dans lequel je mets, je vais remettre mon bloc, je peux le charger donc à bord du simulateur et je peux exécuter en simulation, tout en voyant quand même le robot évoluer directement dans mon navigateur. En fait, c'est exactement le même logiciel qui est embarqué à bord du robot, qui est embarqué cette fois-ci dans le navigateur et qui interprète mon code et je suis capable de le simuler. L'intérêt, c'est qu'évidemment, il n'y a pas un robot par étudiant et en plus de ça, c'est bien de faire des cycles essais-erreurs un peu plus rapides que de charger sur le robot, de voir ce qui se passe, etc. Donc voilà, on a misé sur le côté interactif, le côté 3D et le côté où on fait des expériences rapidement. Une petite anecdote, alors bon, je détaille pas, si vous voulez, vous pouvez aller voir sur notre site, on a évidemment des boucles, des variables, on retrouve tout ce qu'on retrouve dans un langage de programmation, la syntaxe en moins finalement. Petite anecdote, ce week-end, donc samedi, a eu lieu le Robot Makers Day. À l'ENSER Mathmeca, c'était un concours qu'on a organisé. Alors c'était dans une version un peu test pour commencer, dans lequel les étudiants les étudiants et plutôt élèves en fait, parce que c'est des collégiens, des classes de collège, étaient invités à programmer des danses sur leur robot. Donc ils devaient en fait créer des danses pour le robot sur une musique rapide et une musique lente. Il y avait un concours, il y avait une scène et voilà. Donc il y a eu 4 équipes de 4 collèges différents autour de la ville. Publics et privés qui ont concouru. C'était assez sympathique à regarder, puis ça permet aussi de mettre un peu à l'épreuve la technologie. On a eu beaucoup de retours, aussi de points d'amélioration, parce que on est toujours en train de travailler dessus, de le faire évoluer. Et voilà. Il y a des questions peut-être, je ne sais pas si on a le temps, Didier. On a 5 minutes. Je crois que oui. Une question si tu veux. Oui. Pardon, allez-y. Pour le Bluetooth, quel protocole vous utilisez?
Alors, on a le Bluetooth. Au-dessus de ça, le périphérique, il est vu comme un port série en Bluetooth. Et à travers le port série, on a un protocole binaire fait maison, en fait, qui permet de charger, les binaires qu'on crée directement en ligne. En fait, le binaire est produit par le navigateur, c'est-à-dire que c'est le navigateur qui, à partir des blocs, va générer un code assembleur, un genre de code assembleur fait maison et va générer du code pour notre VM fait maison. C'est-à-dire que dans la VM, il y a à peu près toutes les opérations standards d'une VM, de quoi faire du calcul, etc. Et des fonctions natives qui permettent de piloter le robot, par exemple. Et comment donc le logiciel de l'éditeur tourne sur le navigateur, comment le code est envoyé dans Bluetooth? Il y a un petit programme sur le PC qui fait... Il y a un petit manager qui permet de faire le pont en fait, entre le navigateur web et le port série pour des raisons de sandboxing, c'est-à-dire que le navigateur n'a effectivement pas accès directement au port série. Et quel capteur vous avez sur le robot? Alors dans cette version-là, il n'y en a aucun. Et par contre, on travaille actuellement sur la V2 qui va sortir dans quelques mois, où il y aura des capteurs de distance des 4 côtés et une centrale inertielle à bord. Voilà. Ma question était la dernière qu'il a posée. Oui. Ah, d'accord, ok. J'avais une question. Pardon, le simulateur, c'est vous qui l'avez créé ou vous avez récupéré un... Alors, on a le simulateur, c'est nous qui l'avons créé. C'est basé sur Sri.js. C'est une bibliothèque très connue pour faire de la 3D en utilisant WebGL. C'est une technologie qui permet de faire justement de la 3D avec l'accélération graphique dans le navigateur. Donc, le simulateur, sinon, c'est fait maison. Le reste est fait maison. Après, voilà, c'est de la 3D. C'est principalement de la 3D. Voilà. C'est quoi le microcontrôleur? Alors le microcontrôleur, c'est un Cortex M3, donc un STM32. C'est un processeur 32 bits de ARM, cadencé à 72 MHz. Donc il y a 120K de flash et 20K de RAM. Et du coup, vous avez développé la carte? Alors la carte actuelle, non, c'est une carte standard qui est vendue par le fabricant des moteurs en fait, qui embarque déjà le Cortex M3 et l'électronique pour parler au moteur. Et dans la prochaine version, ce sera probablement une carte customisée pour des raisons de coût en fait. Et Arduino, non? Alors c'est compatible Arduino, on peut programmer le robot dans un environnement compatible Arduino. C'est pas exactement Arduino, mais c'est une autre bibliothèque qui fournit aussi un environnement basé sur processing un peu du même genre, quoi. On a bossé sur la liaison entre Blockly et CodeBender, je ne sais pas si ça te parle, qui permet d'uploader directement via le navigateur. Alors là, la différence quand même, c'est qu'on ne génère pas des firmware natifs pour l'ARM. On génère du bytecode ROC, donc ROC c'est notre machine virtuelle, et c'est le bytecode ROC qu'on produit et qu'on charge à bord. C'est quand même différent de la version native, effectivement. En réalité, on charge un programme à bord, il y reste de manière persistante quand même, c'est-à-dire qu'il est quand même écrit dans la flash. On peut par exemple déclencher le comportement avec le téléphone, c'est ce qu'ils ont fait au Robot Maker's Day, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec les robots déjà programmés, mais en fait c'est une surcouche qu'on fait nous-mêmes en fait. Voilà. Il y a d'autres questions? Ah oui, alors, oui. J'avais une question. Il y a une différence entre le comportement d'un simulateur et le comportement du robot? Alors il y a une différence. Déjà la première différence c'est le monde physique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de physique dans le simulateur pour l'instant. C'est-à-dire que la physique elle est simulée à partir de ce qu'on constate empiriquement sur le robot. C'est-à-dire quand il avance, le simulateur sait qu'il essaye d'avancer à telle vitesse et le fait avancer artificiellement en fait. Actuellement il n'y a pas de physique. Il pourrait y en avoir à terme. Le problème c'est que sur du web, déjà le faire tourner en fait l'assembleur, le firmware, le système 3D, Blockly, c'est déjà lourd pour un navigateur. Alors en plus si on ajoutait un simulateur physique, ça commencerait à alourdir vraiment encore plus le système. Mais c'est imaginable à terme en fait. Ça se fait, ça existe, c'est pas forcément infaisable pour ce genre de robot. Mais la plus grosse différence, effectivement, qu'il n'y a pas de physique. Après, la locomotion et les angles que va prendre le moteur, les angles que vont prendre les moteurs dans le simulateur, ce sera grosso modo les mêmes, en fait, même assez bien les mêmes. Les LED aussi sont simulés, etc. Voilà, il y a aussi le timing qui sera peut-être moins juste dans le simulateur que sur le vrai robot, mais sinon, normalement, c'est relativement ressemblant, en fait. Un ordre de grandeur du prix? Alors, super comme question parce que ça fait la transition avec la présentation de Jérôme juste après. Donc Jérôme de Génération Robot, le robot est vendu en kit chez Génération Robot. Alors pourquoi? Parce qu'on peut acheter les pièces on peut acheter les pièces les unes après les autres pour fabriquer soi-même le robot. Comme je l'ai dit, c'est open source, mais pour simplifier la vie, en fait finalement je pense que au final c'est quand même encore moins cher de faire comme ça. Vous pouvez acheter le kit directement sur le site de Génération Robot. Il est
commercialisé. Donc je vous montre la page. Il y a plusieurs versions. Il y a une version sans les pièces. Sous-entendu, vous avez accès à une imprimante 3D, vous voulez vous amuser à les refaire, voire à les redesigner. Donc il y a une version à 369 € TTC sans les pièces 3D. Donc ça, c'est à vous de fabriquer les pièces à imprimante 3D. Au collège Gérard Philipe, par exemple, c'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont pas acheté les pièces, ils les ont fabriquées eux-mêmes. Il y a une version à peu près 400 € avec des pièces SD, c'est-à-dire faites à l'imprimante à filament standard, et une pièce avec un kit à 549 avec des pièces HD, donc faites avec une imprimante de meilleure qualité. Donc voilà. Donc il faut compter, effectivement, si vous n'avez pas d'imprimante 3D, il faut compter environ 400 € TTC actuellement pour acheter le robot. Des autres questions? Pardon? Non, c'est pas une question. Ah, oui. Par rapport à ce que à votre intervention au collège Gérard Philipe, quels étaient les enjeux pour l'enseignant de mathématiques, Alors l'enseignant de technologie ou mathématiques? De mathématiques. Alors l'enseignant de mathématiques, son enjeu principal, c'est d'introduire de l'algorithmique dans l'enseignement. Alors qu'actuellement, il faut savoir qu'il n'y a pas d'informatique. Alors, il y a de la bureautique, mais il n'y a pas d'informatique au sens algorithmique dans les cours de collège. Et l'enjeu de l'enseignant Gérard Philipe, c'était justement de faire une introduction à l'algorithmique. Et c'est plus stimulant de leur montrer un robot, de leur faire fabriquer le robot, et ensuite de les amener dans un environnement où ils vont d'abord programmer par exemple en simulateur, puis après basculer sur le vrai robot. C'est plus stimulant que de commencer tout de suite avec de l'algorithmique totalement théorique. C'était ça le pari de l'enseignant. Alors c'est un enseignant très motivé, ça se passe très bien dans sa classe. Et il est précurseur, parce que maintenant c'est dans les programmes. C'est effectivement, cette année, ils ont, et ça a été ajouté, ils ont au programme de l'algorithmique, des notions d'algorithmique à ajouter. Voilà. Ah, ok. C'était pas dans les programmes officiels. Il n'y avait pas d'informatique. Il y avait peut-être l'algorithme d'Euclide, mais je pense que ça... Oui, mais très peu. Il y avait qu'en troisième. Ça n'allait pas jusqu'à présenter les variables, les structures, etc. Enfin, moi, j'ai pas fait ça personnellement au collège, par exemple. Je sais pas si vous... Non, si. C'est cette partie-là, c'est-à-dire variables, structures, etc. Effectivement, ouais. Nous, on est convaincus que programmer, ça peut se faire très tôt même. Hein. En fait, ça peut se faire fin du primaire. Est-ce que vous avez prévu, comme dans Scratch, vu qu'on peut enregistrer en ligne ces programmes, une interface de partage de programmes, des choses comme ça? Ça fait partie de la roadmap en fait qu'on a, c'est de développer aussi l'aspect social court. C'est-à-dire, on veut un exemple bête, hein, c'est effectivement que le premier cours qu'on a fait, c'était sur une ancienne version. On ne pouvait pas sauvegarder en ligne, on pouvait juste télécharger et re-uploader. Deuxième cours, tous les étudiants de 4e, ils ont perdu la moitié des programmes qu'ils avaient fait. Bon. Donc, effectivement, c'est rien que le fait de pouvoir sauver en ligne, déjà, c'est une feature. Mais après, effectivement, pouvoir partager, et ne serait-ce que aussi avoir une notion de classe, pouvoir dire je rends tel exercice à mon enseignant, et puis l'enseignant va voir un peu ce qu'ont fait les élèves. Effectivement, ça fait partie de la liste des choses qu'on envisage. David Sherman? Bon. Oui. Il n'y a pas de capteur, mais est-ce que le robot a une proprioception? Alors, on est capable de mesurer où sont vraiment les moteurs. On connaît les erreurs des moteurs, en fait. La position des moteurs, on connaît la position des pattes. On connaît pas. On pourrait la retrouver avec un modèle direct, etc. Mais ça serait pas forcément beaucoup plus précis que ce qu'on a actuellement, en fait. Si on pourrait voir peut-être que, mais encore non. On ne saurait pas s'il n'a pas de glitch sur le sol, par exemple. Ça, on n'est pas capable de le détecter finalement. Les pattes sont contrôlées en position ou... Alors les moteurs, c'est déjà des cerveaux moteurs c'est déjà des cerveaux moteurs qui sont. C'est pas l'état actuel, c'est de la commande. Eh bien, les moteurs peuvent nous dire leur position. En fait, il y a un bus de communication série avec les moteurs, ils peuvent nous donner leur position. Donc on pourrait savoir dans quelle posture est le robot. Mais par exemple, s'il n'y a pas de glitch sur le sol, on n'a aucun moyen de le savoir. Bien sûr. Oui, non bon. Si, justement. Bien, si je dis une connerie. En fait, dans ces petits moteurs-là, tu as quasiment presque tous les mêmes capteurs que dans les plus haut de gamme, mais sauf que c'est moins précis. Et... Effectivement, oui, effectivement. C'est des moteurs en série. C'est pas comme des moteurs de modélisme où voilà, on leur donne une position et c'est à l'aveugle. Là, on a un retour de température, de position. On connaît l'erreur. Ils se coupent quand ils chauffent trop, quand ils chargent trop. Il y a une espèce de débrayage qui permet de les sécuriser aussi. Enfin, voilà, c'est ça qui fait la qualité de ces moteurs.